Merci à tous d'être avec nous ce matin. Notre premier webinaire sur le terme Restart. Donc, c'est notre webinaire pour start-up, entreprises innovantes. Et du coup, là, on va faire un peu le cahier de vacances là, pour ceux qui partent et qui cherchent à lever des fonds. Ça va être aujourd'hui le bon moyen de se poser les bonnes questions. J'ai la chance aujourd'hui d'être avec Julien Coulon, donc directeur général de Crédit Mutuel Innovation, et Stéphane Simoncini, directeur de participation. Je vais laisser se présenter, je vais leur laisser la parole. Donc merci Franck de nous accueillir. Vous ne voyez pas là, mais on est dans un studio qui est super beau. Donc moi, ça fait 12 ans que je fais ce métier d'investisseur en innovation. Et quelques chiffres, et pour vous éviter tout le côté rébarbatif d'ingénieur en école de commerce, ces bêtises-là. Moi, j'ai accompagné un peu plus d'une vingtaine d'entreprises en toute cette durée-là. J'ai investi une grosse quarantaine de millions d'euros et j'ai permis la sortie d'une dizaine d'entreprises. Voilà mes stats pour faire rapide. Je suis marié depuis 14 ans avec une femme formidable et j'ai 2 enfants merveilleux. C'est toujours important de mettre en avant sa famille, c'est clair. Là, dans cette expérience qu'on vous propose de partager avec nous, c'est vrai que j'ai pris dernièrement la direction générale du Crédit Mutuel Innovation. Par contre, j'ai été entrepreneur toute ma vie et dans ce jeu de rôle, je voudrais plutôt vous proposer de prendre une casquette d'entrepreneur. Sachant que je me cache pas que maintenant je suis passé, comme dirait Alain Benisti, du côté sombre de la force. Donc rapidement, donc je suis donc Julien Coulon, autodidacte jusqu'à il n'y a pas très longtemps. J'ai eu la chance de créer les premiers sites internet en 1992. Donc je suis un vieux crocodile du web, comme disent mes enfants. Donc j'ai 2 enfants et donc à part Internet et 2 enfants, je ne sais pas faire grand-chose d'autre. J'ai monté pas mal de boîtes pour d'autres, beaucoup pour des Américains. Et puis souvent quand vous montez la filiale européenne d'un groupe américain, ça grandit. Et puis au bout d'un moment, quand ça marche pas mal, on vous rajoute pas mal de gens administratifs au-dessus de vous. Et puis c'est pas forcément la partie où je m'amuse le plus. Et donc à un moment, en 2010, je me suis dit, tiens, si je montais, cette fois-ci, je vais le monter pour moi. Et donc, j'ai créé une société qui s'appelle Cedexis, qui n'est pas forcément hyper connue, parce qu'elle est spécialisée dans les bas-fonds de l'Internet, tout ce qui est cloud, infrastructure. En fait, on nous surnommait les aiguilleurs du net ou le Waze de l'Internet. L'idée était de cartographier en temps réel l'état de santé de l'Internet. Vous savez tous que quand vous regardez une vidéo et qu'elle se met à bufferiser, vous savez, quand elle commence à couper, 81% des gens arrêtent de la regarder. Donc, c'était ça qu'on allait résoudre. Ou 100 millisecondes de perdu pour un site comme Amazon.com, c'est 1% des ventes, 2% des ventes qui disparaissent. Donc voilà c'était ça. Donc c'était une société assez extraordinaire puisqu'on stéréotype de la boîte en hyper-croissance. On faisait une croissance à peu près de 70% par an et on est passé de 2 salariés. Donc là, ça m'amuse pas mal d'être avec vous aujourd'hui parce que je suis exactement dans mon sous-sol chez moi, au même endroit où j'ai créé Cedexis. Et donc, voilà, on a créé 9 bureaux dans le monde, 75 personnes. On a eu plus de 1000 clients, dont Facebook, Twitter, Slack, Pinterest, Microsoft, Airbnb, si je commence par la partie américaine. Alibaba, Tencent, Baidu, Huawei sur la partie asiatique. Et en Europe, on avait quasi 100% des médias, sites de luxe, etc. Donc, on gérait 4,6 millions de sites internet dans le monde. Et donc, j'ai levé 33 millions, parce qu'on est quand même là pour parler des levées de fonds. Donc, j'ai levé 1 million auprès de Business Angel français en 2010, 7 millions auprès de 2 VC américains. Grosse erreur, mais j'avais pas trop le choix à l'époque. Et on en parlera. Et ensuite, j'ai levé 22,8 millions en 3 semaines. On pourra aussi parler des process, comment faire pour accélérer une levée de fonds qui peut souvent être longue. Et on va vous expliquer pourquoi ça peut être long et pourquoi on peut essayer d'arriver à faire plus rapide. Auprès de Nokia et Foxconn. Donc j'avais des Asiatiques, des Européens, des Américains. Et c'est le 22,8. Le 0,8, c'était la BPI. Donc voilà. Ensuite, on a continué notre croissance et à un moment, je pense par naïveté, et c'est un petit peu ça que je voudrais partager avec vous, j'ai fait pas mal d'erreurs quand vous créez une boîte, vous focalisez sur votre produit, vous imaginez toutes les situations possibles pour répondre aux problématiques des clients. Là, j'ai vendu du capital à des gens et j'avais pas fait mes devoirs. Et donc, du coup, j'en ai pas mal souffert et c'est un petit peu ça que je voudrais partager avec vous, puisque en
2017, j'ai eu un rendez-vous assez lunaire avec les investisseurs et je me suis retrouvé à, entre guillemets, vendre la boîte. Pas parce que la boîte allait pas bien, pas parce que j'avais pas envie de continuer, mais parce que en levant 33 millions, j'étais minoritaire et je me suis retrouvé dans un espèce de corner qui n'était pas très agréable. Donc une belle frustration puisqu'on l'a vendu. Alors la presse le dit parce que j'ai signé quand même 437 pages m'interdisant de donner le montant. Donc la presse dit que je l'ai vendu 100 millions. J'ai cette petite frustration de me dire qu'on aurait pu l'emmener beaucoup, beaucoup plus loin, parce qu'on avait enfin craqué le modèle asiatique et on aurait pu la vendre facilement 500 millions 3-4 ans après. Donc voilà, donc c'est important de bien choisir ses investisseurs. Et donc depuis quand j'ai vendu, comme j'ai pas voulu suivre chez Citrix, j'ai eu un petit contrat complémentaire qui m'interdisait de travailler pendant 1 an. Donc et donc, c'est là où j'ai fait un executive MBA. Et du coup, je suis devenu prof. Et comme pendant la période où je souffrais pas mal de comportement de mes investisseurs, j'ai rencontré Alain Benisti, qui est donc au directoire de Crédit Mutuel Equity. Et je lui disais, bon voilà, explique-moi comment ça se passe de l'autre côté, parce que faut que je rattrape mes devoirs. Et c'est comme ça qu'on a fait connaissance. Et quand il a vu que j'avais vendu la société, il m'a proposé de revenir. Bon, je ne pouvais pas la première année, mais dès que j'ai pu, et je suis très très content et je comprends beaucoup beaucoup plus de choses depuis que je suis passé, comme il dit, du côté sombre de la force. Alors peut-être Stéphane. Ouais, est-ce que si on revient sur le thème principal du séminaire, tu peux nous expliquer pourquoi toi, en tant qu'entrepreneur, tu avais envie ou besoin de lever des fonds? Ouais, déjà, la question, ouais, des fois tu n'as pas le choix, mais si tu as le choix, tout est honorable. Tu peux lever ou pas lever. Donc à un moment, on se retrouve à un carrefour et on se dit, est-ce que je veux être quelque part propriétaire de ma cabane, de ma maisonnette, voir si je me débrouille vraiment bien de ma maison, ou est-ce que je veux être propriétaire d'une chambre dans un château? C'est un peu comme ça. Et les deux options sont tout à fait louables. Et donc, dans le cadre de Selexi, j'avais pas trop le choix, parce qu'à un moment, j'ai quand même vidé les livrets A de mes enfants. Donc, vous n'êtes pas forcément, s'il y a des entrepreneurs qui nous écoutent, vous n'êtes pas forcément obligé d'aller jusque-là. Donc, les deux sont très courageuses. Là, quand on est dans les modèles SaaS, donc Software as a Service, c'est-à-dire les logiciels dans le cloud, il vous faut beaucoup d'infrastructures, il vous faut beaucoup de développeurs, ce sont des profils qui coûtent très cher. Et puis, vous êtes dans un modèle de winner takes all, c'est-à-dire que le premier arrivé reprend la mise. Moi, il fallait que je déploie un maximum de data partout dans le monde, parce que comme Waze, plus vous avez d'utilisateurs, plus vous savez où sont les embouteillages. Et donc, pour ça, il fallait que j'accélère très très fort. Et pour accélérer très très fort, il fallait que j'ai un maximum de clients le plus vite possible. Donc, ça nécessite des ressources. Il me fallait ensuite pouvoir tenir cette charge. Parce que quand vous avez Facebook en audience, vous imaginez que c'est pas un petit serveur dans un coin qui va réussir. Donc, on avait 106 data centers dans le monde. Et pour ça, il faut du cash. Et donc, immanquablement, il a fallu accélérer sur cette partie-là. Donc, mais si vous avez un modèle qui permet d'éviter de lever des sous, c'est une bonne réflexion à avoir. On a la chance d'être dans un pays où on peut emprunter de l'argent assez facilement. Alors bien sûr, au Crédit Mutuel et au CIC, beaucoup plus facilement qu'ailleurs, mais c'est un choix, c'est un choix qui est un choix stratégique quand même. Et alors, tout à l'heure, tu nous as dit que tu avais levé. Comment tu as fait pour choisir tes investisseurs? Alors comment j'ai fait ou comment j'aurais dû faire? Voilà, comment tu as fait ou comment tu aurais dû faire les deux? Oui, ben, en fait, comment j'ai fait? Alors, faut voir qu'aujourd'hui, le métier du venture est beaucoup plus concurrentiel. Il y a beaucoup plus de monde sur la place. Il y a quand même 17 milliards de poudre sèche, hein, d'après Nicolas Dufour, le patron de la BPI. Donc, trouver de l'argent aujourd'hui, même si avec le Covid, ça peut avoir tendance à bouger un peu, on en trouve. En 2011, expliquer que, parce que j'avais pas non plus tout le marketing du Waze, de l'Internet ou de l'aiguilleur du net, hein, c'était de l'injection de données temps réel pour prendre des décisions en temps réel, pour améliorer l'expérience utilisateur. Et donc c'était de faire sauver des milliards de minutes de temps à tous les internautes du monde entier. Donc c'était beaucoup moins fluide, beaucoup moins sympa, et il fallait trouver des investisseurs qui étaient capables aussi de comprendre ça.
Et en fait, j'ai fait le tour. Donc, j'avais déjà 1 million de business angels. J'ai fait le tour des popotes à Paris et à Londres. Et je dois avouer que j'ai essuyé beaucoup de refus. Et les LOI que j'ai eus avaient des propositions dont la valorisation de la société, alors que j'avais que des clients français, était à peu près à la moitié de ce qu'on me proposait aux US. Donc, du coup, est-ce que tu donnes les clés? Est-ce que tu donnes le porte-clés? J'ai choisi de prendre le porte-clés, de lever du coup auprès de 2 VC américains, un à Seattle et l'autre à Palo Alto. Alors c'était possible parce que mon associé était aux États-Unis. Imaginez lever de l'argent aux États-Unis sans être présent sur place, c'est juste une perte de temps. Enfin, j'y crois pas une seconde. Il y a toujours des miracles, mais donc voilà. Donc ça c'est le premier point. Sur ce que j'aurais dû faire différemment, c'est éviter d'aller voir la terre entière. Parce que c'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur, quand tu vas voir un VC, tu as des questions, tu as des gens en face qui sont intelligents, qui comprennent, mine de rien, pas mal le marché, qui ont pas mal d'expérience. Et donc, du coup, c'est des rendez-vous qui sont toujours intellectuellement intéressants, mais ça peut aussi te faire pas mal perdre de temps. Et c'est des gens qui sont souvent très chargés de boulot. On sous-estime un peu la charge de travail qu'il y a de ce côté-là, et je le vois bien maintenant depuis que je suis passé du côté sombre. Euh, et, euh, et en fait, si vous allez voir la Terre entière, il faut imaginer que ces gens-là, ils se croisent en continu. On se connaît déjà tous puisqu'on est à des boards ensemble. Et donc, si j'ai une question d'un de mes confrères qui me dit, tiens, est-ce que tu as regardé ce dossier-là? Et que je lui réponds oui ou non, ou avec un body language qui fait que, bon, oui, ça m'intéresse, mais ça m'intéresse moyen, est-ce que lui va être impacté par ça et du coup va se dire bon bah s'il le fait pas, vu qu'il s'y connaît mieux dans le cloud que moi, bah, je vais pas le faire. Et comme ça, vous allez pouvoir vous retrouver dans un potentiel, sauf exception, mais un comportement qui peut parfois paraître un peu moutonnier, mais c'est surtout lié à une surcharge de travail qui fait que bah, votre dossier il va être mis sous la pile. Donc vaut mieux aller voir 2-3 VC maximum, euh, vraiment et lister celui que vous voulez. C'est-à-dire que sur leur site internet, vous avez le nom des partenaires, vous savez dans quel board ils sont. Si c'est pas marqué sur leur site internet, c'est marqué sur leur profil LinkedIn. Et du coup, vous allez cibler par rapport à ses compétences. Et s'assurer qu'il n'est pas dans un board concurrent. S'assurer qu'il est bien par contre bon dans le domaine. Par exemple, chez Crédit Mutuel Innovation, on a une partie de l'équipe qui s'occupe de tout ce qui est sciences de la vie. Si vous venez en nous proposant si vous me contactez moi en me proposant des choses sur la partie médicale, j'y connais rien, j'aurai pas du tout la bonne pertinence et je passerai le dossier et donc du coup ça sera toujours plus compliqué. Donc faites votre analyse aussi par rapport aux investisseurs et ensuite demandez à d'autres entrepreneurs des intros. Quand vous recevez nous on reçoit entre 1500 et bientôt 2000 dossiers par an. S'il n'y a pas une intro par quelqu'un, ben, il sera immanquablement, hein, c'est de l'humain, il sera plus analysé si vous passez par une intro que s'il arrive par nulle part ou par le site internet, quoi. Donc, et puis un autre point, c'est quand vous êtes coaché ou quand vous avez vous passez par un incubateur, ce sont des dossiers aussi qui sont regardés de façon un petit peu plus attentive parce que on a des gens qui sont plus structurés et qui sont moins parfois foufou que ce qu'on peut trouver sur des dossiers qui n'ont pas été accompagnés auparavant. Est-ce que j'ai pas oublié? Non, si peut-être mettez-vous en situation d'achat. C'est-à-dire que c'est pas même si la main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit, en fonction de la présentation, du momentum, c'est-à-dire que au moment où vous levez des sous, ça vaut le coup aussi de faire un peu de communication pour montrer que vous êtes présent dans les médias et donc vous êtes un sujet regardé par la presse et tout ça, ça fait partie des critères qui font que vous choisissez le bon partenaire. Et donc tout à l'heure, toi, tu as dit que tu as levé 33 millions en une seule fois, peut-être? Non, j'avais levé 1 million auprès de Business Angel français. Alors les Business Angel français, pour expliquer comment je les ai choisis, alors déjà, faut s'assurer de pouvoir arriver à prendre des bonnes bières et de passer des bons moments avec eux, parce qu'ils vous suivent à la vie et à la mort. Ils sont là du début à la fin, normalement quasiment du début à la fin. En tout cas, les miens étaient du début à la fin. Et en fait, la façon dont je l'ai fait, c'est que j'ai listé toutes mes lacunes. Et comme j'ai beaucoup de lacunes, et voilà, j'ai jamais fait de business en Chine.
qui dans mon entourage, qui a la capacité de mettre un ticket de 10 000 ou de 50 000, voire plus, a déjà fait du business en Chine. Par exemple, en finance, c'était pas forcément la partie qui était ma top qualité, et donc du coup, j'ai pris quelqu'un qui était ancien DAF et qui avait été fondateur de boîte. Ensuite, j'ai pris quelqu'un, voilà, quand moi j'avais managé des équipes jusqu'à 10-15 personnes, là je savais que potentiellement on allait monter au-dessus de 50, on a monté à 75. Bon, bah c'est pas du tout la même histoire, donc j'avais besoin de quelqu'un aussi avec qui je puisse partager d'une façon complètement bienveillante les stratégies de management. Donc voilà, donc j'ai listé toutes mes lacunes, et donc comme j'ai beaucoup de lacunes, bah, j'avais beaucoup de business angels, je crois que j'en avais 7 ou 8. Voilà. Ensuite, les 7 millions, donc c'est un petit peu ce que j'expliquais, ça c'était auprès de 2 VC américains. C'est vrai que le fait que la valo soit différente et qu'ils aient été extrêmement rapides, c'est-à-dire qu'en 15 jours, j'avais à peu près une bonne idée de ce qu'ils proposaient. Après, je ne parle pas de on top et qu'après les délais légaux et les due deals et tout ce qui va, parce que ça peut prendre beaucoup plus de temps, mais en tout cas, les décisions étaient rapides. En 2013, en fait, de 2014, on a Citrix, qui est celui qui nous a racheté à la fin, qui a voulu nous croquer. Et qui nous avait fait ce qu'on appelle un convertible note en américain, donc c'est des actions convertibles, c'est-à-dire que si je levais pas, alors là il faut vous accrocher, hein, si je levais pas d'argent, donc on est en 2013, non en 2014, si je levais pas d'argent avant le 31 décembre 2016, les 4 millions qu'ils m'avaient prêtés se transformaient en actions sur la valorisation de 2011. C'est ce qui fait que, et là encore naïveté, et faites pas la même erreur que celle que j'ai faite, c'est que comme c'était auprès de VC américains, c'est mon associé qui s'en est occupé. Donc, parce qu'en fait, quand vous focalisez sur votre business, je sais pas si vous faites de la croissance. Quand vous focalisez sur votre levée de fonds, immanquablement, il y a une espèce de plateau parce que votre attention et votre concentration se porte sur autre chose que le business, autre chose que les équipes. Et donc, il faut que ce plateau soit le plus court possible. Et après, une fois que vous avez levé, vous repartez à la hausse. Et donc, pour éviter ce plateau, même s'il y en a quand même eu un, c'est mon associé qui s'en était occupé de cette partie-là, et j'avais pas vu qu'il y avait des convertible notes. Et donc quand je m'en suis aperçu, c'était en septembre 2017, non, de septembre 2016, je me suis aperçu que si on ne levait pas avant la fin de l'année, ces 4 millions se transformaient en actions sur la valorisation de 2011, et à 70% de croissance par an, vous imaginez que ce n'était pas du tout la même chose. Et donc, du coup, là, j'ai dû aller très, très vite. Et en 3 semaines et demie, on a topé avec les investisseurs, qui étaient donc Nokia et Foxconn, qui ont été très réactifs. Et j'ai eu l'argent dans la banque le 23 décembre. Donc, j'ai pu passer un très, très bon Noël, rassuré. Voilà. Et c'était des VC corpo, du coup, sur le deuxième tour. Ok. Et alors, je peux te raconter d'autres choses, hein, si tu veux. Tu me dis, hein, mais... et alors, ta relation avec tes investisseurs entre les BA, les VC américains, les VC européens, comment ça a évolué tout ça? Avec les BA, ça a toujours été au top. C'était vraiment des coachs et des confidents, et du début à la fin, ils ont été juste extraordinaires. Enfin, ils sont tous devenus des amis, et même si d'aventure la boîte aurait été plantée, je pense qu'on aurait gardé ce lien d'amitié qui nous unit parce que j'étais aussi très... J'avais une newsletter qui sortait à peu près tous les mois ou tous les 2 mois quand j'étais un peu à la bourre sur l'état d'avancement de la boîte. Et on faisait des points réguliers, mais c'était plus des points de coaching, d'accompagnement, plutôt que du stress sur... Ah, petit conseil encore qui m'a été bien utile, c'est que la veille de la réception des fonds auprès des business angels, je leur avais envoyé un mail. Demain, vous m'envoyez un chèque, ou un virement, considérez cet argent comme perdu, et peut-être qu'un jour, j'aurai une bonne nouvelle pour vous. C'était un peu osé de ma part, mais l'objectif était d'éviter, parce que si quelqu'un met 10 000 euros, ça peut paraître beaucoup d'argent pour lui, mais quand vous créez une société, 10 000 euros, c'est pas grand-chose. Et la denrée la plus rare de l'entrepreneur n'est pas l'argent, mais le temps. Et donc, si vous avez un business angel qui commence à vous bouffer beaucoup de temps, c'est chronophage, c'est que vous n'avez pas assez de temps à faire autre chose. Et donc, du coup, en mettant cette petite phrase qui a sans doute, je l'ai su après, vexer quelques-uns, ça m'a permis en tout cas 2-3 fois de dire, attends, t'inquiète pas, ton argent,
il est en sûreté, je fais le maximum pour qu'il soit bonifié et considère-le comme perdu, peut-être qu'un jour j'aurai une bonne nouvelle pour toi. Et c'est vrai que j'ai réutilisé ce mail le jour où on a eu cette proposition définitive de rachat et ça a fait marrer tout le monde. Mais voilà. Et donc la relation avec les investisseurs, donc avec les business angels, génial. Avec les VC américains, au début, extraordinaire, c'est-à-dire que, pour l'anecdote, j'étais dans l'avion quand on faisait notre roadshow entre Seattle et San Francisco, et je me retrouve dans le même avion que Madrona qui a investi à la fin. Et faut comprendre qu'un roadshow, vous dormez 2-3 heures par nuit, ça dure 10-15 jours, vous êtes complètement sur les genoux, et le seul moment où vous pouvez dormir, c'est dans l'avion. Et ce monsieur, qu'est-ce qu'il fait? Il échange sa place de business avec ma place d'économie, parce que start-upper, vous êtes en soute, hein, et avec mon voisin. Et pendant tout le vol, alors que c'était le seul moment où je pouvais dormir, je l'ai presque eu à l'usure pour pouvoir rentrer dans le deal. Une fois qu'il est rentré, au début, tout s'est très bien passé jusqu'au moment où on a eu 23 propositions de rachat entre le début et la fin. Et quand il y a eu la proposition de Citrix qui était très bien disante, avec un bon chiffre, donc celle de 2013 ou 14, je me souviens plus, c'est dingue ça. Et là, en fait, il y a eu la première vraie grosse accroche. C'est-à-dire, mon associé voulait vendre. Moi, je dis, bon, si vous voulez vendre, on vend, mais je trouve qu'on n'a pas fini, on s'amuse bien, on est un peu dans cette étape, c'est un peu comme à l'adolescence où tout est encore possible, et puis on commençait à comprendre un peu le marché asiatique. Et donc, du coup, suite à la proposition, les investisseurs ont fait planter le deal, comme quoi donc ça peut arriver, et ça a créé une vraie divergence entre mon associé, et là c'est de l'humain, hein, entre mon associé et les fonds américains, et donc du coup ils l'ont placardisé et il s'est fait sortir. Là ça a commencé à être un petit peu plus compliqué, c'est devenu très 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 financier, et là j'avais aussi peut-être moi un côté culture, et je pense que je n'ai pas passé suffisamment de temps à comprendre leurs attentes. Je me souviens toujours d'une phrase qui me répétait, c'était "When you raise money, your company is changing, it's no more your company." Donc quand vous levez de l'argent, votre société change, ce n'est plus votre boîte. Et quand vous avez bossé jour et nuit, samedi, dimanche, que vous avez vidé les livrets A de vos enfants, c'est assez inaudible en fait. Mais c'est la réalité. Et donc c'est comment anticiper ça, c'est un petit peu ça qu'on veut essayer de vous partager aujourd'hui sur cette relation. Voilà. Après, avec les corpos, donc Nokia et Foxconn, ça s'est très très bien passé. Heureusement, parce que sinon je me serais posé des questions sur mon comportement. Ça s'est très bien passé, et eux ont été très force de proposition en termes business. C'est-à-dire que je leur dis, voilà, je pars à Singapour la semaine prochaine. Est-ce que tu vois des gens que je pourrais rencontrer? Et ils m'ouvraient des portes avec le PDG de Singapore Airlines, avec les médias locaux, avec tout ça. Et là, j'ai vraiment vu une vraie valeur ajoutée. En plus de ça, comme ils étaient très proches du business, ils savent qu'au mois d'août, en France, il ne se passe pas grand-chose, alors que mes copains américains, sur qui je pense j'ai eu malchance, hein, parce qu'ils ne sont pas tous comme ça, mais penser qu'au mois d'août, il ne se passe rien, voilà. J'étais fait provoquer, pour l'anecdote, quand Depardieu avait quitté le territoire français pour aller en Russie à cause des impôts, et que Hollande avait mis en place un système qui faisait que, comme la boîte avait swappé aux US, si on vendait la boîte, je devais payer, je crois, 70 plus, ça faisait presque 82% de ma plus-value, devait aller à l'État. Et donc, quand ça a été annoncé et que eux l'ont compris, ils m'ont convoqué aux US, donc un petit peu d'impact carbone à nouveau, pour me demander et se rassurer que s'il y avait une proposition, à cause de cet axe-là, j'accepterais quand même de vendre. Et comme un entrepreneur est pas forcément focalisé sur le pognon, j'avais accepté si l'aventure proposée était la bonne. Si l'aventure proposée n'est pas la bonne, et en termes de... Quand vous créez quelque chose, vous avez envie que votre bébé y perdure. Donc voilà. Faut que tu m'arrêtes, Stéphane, parce que là, je vais partir. T'as raison, il faut qu'on avance là. Juste pour bien comprendre, là, c'est pour ça que tu dis c'est important de choisir son partenaire parce qu'on se marie sachant qu'on va divorcer, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, faites un mariage sachant qu'on va divorcer, donc prenez le temps de vous fiancer. C'est important. Faites bien votre analyse sur avec qui vous avez envie de travailler, et le côté, cette
expérience à la pizzeria où vous avez le VC qui vous dessine en vous disant, bah voilà, tu as eu 23 propositions de rachat, mais moi, ça fait 6 ans que je suis là et maintenant, il faut que je rende de l'argent à mes LP et que vous pouvez en fait pas faire grand-chose. Voilà, c'était une erreur de ma part qui fait que j'ai choisi les mauvais partenaires. Après, je m'en veux pas trop parce que j'avais pas eu trop le choix pour être franc à l'époque, mais voilà. Et ok, mais en fait, tu t'étais axé sans le savoir parce que tu n'avais pas fait tes devoirs sur des VC qui étaient plutôt court-termistes, quoi. On était Ouais, c'est loin ça. du evergreen classique. Toi, tu avais des VC qui levaient des fonds et qui C'est géraient ça. leur Donc argent. en fait, ils avaient des LP à qui ils devaient rendre l'argent avec une plus-value. Comme on était assez bankable et qu'on avait plein de propositions, ils avaient une idée assez précise du montant qu'ils pouvaient récupérer. Et puis ils étaient à la fin. Et c'est pour ça que c'est aussi le fait que je sois passé du côté Evergreen, c'est que la chance de pouvoir avoir un partenaire de long terme. Voilà, j'aurais pu continuer sur l'Asie, on a été cité 3 années de suite future licorne française. On l'aurait été avec un partenaire Evergreen. Là, on s'est arrêté avant voilà, parce que j'ai fait cette erreur-là. Donc, je m'en veux un peu, et c'est aussi pour ça que c'est important de ce côté partenaire Evergreen. J'étais encore hier soir à une soirée avec le Galion, et ça commence à se savoir que ça a un impact phénoménal. Et donc, du coup, ça prend forme et ça c'est top. Que les entrepreneurs comprennent ce que c'est qu'un partenaire de long terme, c'est essentiel. Juste pour préciser quelques-uns de tes propos là, qui peuvent être un peu perturbants pour l'audience. Un VC Evergreen, Alors VC déjà, c'est quoi? C'est un venture capitaliste, donc c'est quelqu'un qui fait de l'investissement en capital. Donc typiquement, c'est notre boulot à nous. Tout à l'heure, tu parlais des LP. LP, c'est ceux qui investissent dans le fonds, qui est géré par le VC. Ces fonds ont des durées de vie qui vont de 6 à 10 ans. Alors elles sont parfois Moi, je vois plutôt prorogeables. 4 à 6 pour être franc, sur le terrain. Ouais, alors sur le terrain, oui, parce que là, c'est la durée maximum du fonds. Et tu as raison de le préciser parce que le VC classique, celui qui a des LP qui lève des fonds, mais qui n'est pas Evergreen, et je viendrai sur Evergreen derrière, lui, en général, il a 1 an et demi ou 2 pour investir. Après, il y a une période où il parle d'élevage, c'est-à-dire qu'il suit ses participations, des fois de très loin. Et après, il y a une période de cession. Et tout ce cycle, en général, quand vous négociez avec lui au départ, il vous propose un cycle de 5 ans. Parce qu'il faut absolument qu'environ 24 mois avant la fin de son fonds, il soit sécurisé sur le fait qu'il va bien tout vendre. Et les 24 mois, c'est un peu de marge qui se laisse. Parce à la fin, il doit rendre l'argent au LP. Les LP lui ont prêté de l'argent et à la fin, c'est comme un prêt. Lui, il dit je vous gère l'argent et j'essaierai de vous rendre plus. Et à la fin, il rend l'argent qu'il a prêté. Le VC Evergreen, comme les Crédit Mutuel Innovation, c'est un VC qui est qui n'a pas de durée de vie. Evergreen, toujours vert. C'est-à-dire que son outil de travail, ce sont ses fonds. À chaque fois qu'il investit, il a une capacité d'investissement qui se réduit. Et à chaque fois qu'il fait une session, sa capacité d'investissement regonfle. Et donc, il n'a pas cette problématique de temps à dire que j'ai un LP, je dois lui rendre mon argent dans 6, 7 ans, je ne sais pas. Il dit non, tant que je crois dans ton projet, je peux te suivre. Et donc, c'est pour ça que l'Evergreen, il dit si tu me convaincs d'investir 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois dans ton projet sur 15 ans, je peux le faire. Je peux le faire parce que je n'ai pas cette contrainte externe. Bien entendu, il doit être convaincu. Le VC Evergreen, ça reste un VC. Et donc, il a, à un moment donné, vocation à faire des plus-values. Voilà, juste pour expliquer Ouais, ce que c'était. Non, mais c'est super important parce qu'au départ, on s'en rend pas compte. Parce qu'au départ, les alignements sont convergents. C'est-à-dire que l'entrepreneur, il a besoin de fonds, il dit j'ai besoin de fonds tout de suite. Le VC, s'il est là, c'est qu'il a besoin d'investir tout de suite. Donc, il n'y a pas de sujet. En revanche, l'Evergreen, comme c'est son argent, il va faire très gaffe à ce qu'il fait. Il va avoir tendance à avoir un accompagnement qui est beaucoup plus important. Et au moment de céder, il sera en capacité d'aligner ses intérêts avec celui de l'entrepreneur. L'entrepreneur, s'il dit non mais je sors un nouveau produit et vaut mieux qu'on attende 1 an, 2 ans de plus parce que là on a craqué le modèle, comme tu l'expliquais tout à l'heure avec Selexis. Tu as dit en vendant 2 ou 3 ans plus tard, on la vendait 500 millions. Ça, si on est convaincu, nous, en tant qu'Evergreen, il n'y a pas de problème.
on n'a pas cette contrainte de dire ouais mais attends, c'est la fin du fonds, on s'était mis d'accord sur une durée, c'est la durée quoi. Et ça c'est une grosse différence qui est très impactante. Enfin tu le sais mieux que nous, hein, Ouais. mais tous ceux qui ont vécu la chose peuvent en témoigner. Et puis après, il y a aussi la partie accompagnement, c'est-à-dire que quand tu joues avec ton propre pognon, là par exemple chez Crédit Mutuel Innovation, on a mis en place ce qu'on appelle la stratégie du papillon, c'est-à-dire que bon, vous avez deux ailes, une aile qui est plus de l'interne sur comment faire en sorte de se mettre sur le chemin de l'entrepreneur, et donc là à la fois le réseau bancaire, à la fois toutes les stations F et tous les écosystèmes nous aident à ça. Et après, l'aile de droite, c'est comment est-ce qu'on va accompagner l'entrepreneur. Et ça, on essaye actuellement avec Stéphane et toute l'équipe de transformer Crédit Mutuel Innovation en VC idéal, c'est-à-dire le VC que j'aurais rêvé d'avoir en tant qu'entrepreneur. À savoir qu'on a monté, donc déjà au sein du groupe, il y a déjà 370 participations, donc tout ça c'est déjà du business pour les startups. On a monté des accords avec plus de 150 Chief Digital Officers, donc de chez Accor, Peugeot, Renault, du L'Oréal, des grands comptes. J'ai la chance d'avoir une casquette de représentant de la collaboration Startup Grand Compte à Bercy, donc ça marche pas mal. Et à ces gens-là, on leur demande de nous partager leurs besoins d'innovation sur les 12 mois à 5 ans à venir. Ce qui permet, nous, de sourcer les bonnes boîtes et de leur présenter ce qu'on appelle notre bouquet de startups, c'est-à-dire, il faut comprendre que un Chief Digital Officer ou un C-level dans une grande boîte, il peut être sursollicité. Là, j'étais avec la personne de Leclerc qui me disait qu'elle avait 70 demandes par jour d'entrepreneurs qui cherchaient à avoir un rendez-vous. 70, ça veut dire que c'est impossible pour elle de faire son travail. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle refuse de répondre aux mails, à LinkedIn et au téléphone. Résultat, la prospection devient assez compliquée. Et la chance du Crédit Mutuel, c'est justement d'être banquier et de se dire, ben voilà, est-ce que cette personne répond à son banquier? Et là, la réponse est oui. Et donc, le fait d'avoir cette puissance de frappe fait qu'on va accompagner et amener du business aux entreprises en ayant du coup un feedback. Le feedback terrain nous permet de faire ce qu'on appelle des relations lean, c'est-à-dire de revenir en disant bah, ta présentation c'était pas ça, le modèle économique ça a été perçu sous cette forme-là, et de réitérer, d'idéiser en continu pour pouvoir améliorer le mode de fonctionnement. Et ça, c'est là aussi où nous on s'épanouit parce qu'on voit exactement quelles sont les contraintes de part et d'autre et de devenir un liant. La baseline du groupe, c'est nos liens ont de la valeur. On est vraiment dans cette idée-là de créer ce lien entre un lien business, un lien relationnel entre ces deux donneurs d'ordre et fournisseurs. En fait, on aime bien quand les entrepreneurs disent de nous qu'on n'amène pas que des fonds. Ouais. Comme dit Julien, là, on amène tous nos réseaux. Alors ça, c'est le réseau des CDO, mais il a aussi parlé des 370 participations qu'on a en portefeuille. Mais il y a aussi tous les réseaux qui sont issus de la galaxie Crédit Mutuel Alliance Fédérale et donc du CIC avec. Et donc c'est toute une galaxie d'entreprises et de partenaires qui sont potentiellement à la disposition de l'entreprise dans laquelle on investit. On apporte aussi toute notre expérience parce que en général les problématiques qui sont rencontrées par l'entrepreneur, on les a souvent rencontrées dans un contexte différent. Et donc on peut lui amener cette expérience en disant ben voilà, dans tel contexte on a eu telle problématique et on a pris telle décision. On lui amène un éclairage, on l'aide à se poser les bonnes questions, on lui remet les clés, c'est lui qui décide, c'est pas nous, on n'est pas entrepreneur. Mais il prend les décisions en connaissance de cause et avec cet éclairage-là. Et si on n'a pas l'expérience, on va la chercher. On va la chercher dans nos réseaux en disant voilà, on a un sujet sur une croissance externe en Italie. Dans notre réseau, on a quelqu'un qui l'a fait et on peut venir apporter cet éclairage comme ça aussi. Voilà, tu peux peut-être partager l'expérience que tu as vécue avec la vente dernièrement de Hexagon, comme ça on est la plus récente et Ouais, alors un beau succès. ouais, alors là, je peux faire écho à ce que tu disais tout à l'heure, là, quand tu t'es mis sur un coin de table dans ta pizzeria là, avec tes VC américains, où t'expliquais comment ça allait se passer. Il y a quelques mois de ça, là, on a vendu une boîte qui s'appelle Hexagon, dans laquelle on avait investi 5 ans auparavant. On l'a vendu à ST Microelectronics, tout ça est public. Hein. Mais quelques mois avant la session, quand on était en process, en discussion avec différents fonds pour investir et avec ST pour acheter,
Un jour, j'ai bu une bière avec le dirigeant et on a pris une petite serviette en papier et on a co-construit notre stratégie pour aller chercher le meilleur pour tout le monde. Donc il y avait deux stratégies qui se faisaient front. La première, c'est on lève des fonds. On lève des fonds comment? Comment pour accompagner au maximum le dirigeant, lui permettre de continuer à avoir à son capital quelqu'un en qui il a confiance. Ça fait plusieurs années qu'on travaille ensemble. Et pour faire en sorte que le nouvel entrant financier ne prenne pas la plus grosse majorité du capital et faire ce qui s'est passé sous Célexis en disant bon, maintenant les gars, je récupère les clés, le trousseau de clés et je suis chez moi. Donc on a co-construit cette offre-là et en parallèle, on a co-construit aussi le positionnement en se disant comment on fait en sorte d'optimiser s'il y a une session, cette session avec un industriel pour qu'elle soit la plus avantageuse pour tout le monde et pour le dirigeant et pour nous, les investisseurs financiers. Et donc, c'est hallucinant, mais ce qu'on a écrit sur une petite feuille en papier, on l'a fait. On l'a fait sur cette serviette, on s'est dit, voilà, dans tel cas, on fera ça, puis si on fera ça, et puis moi, je m'engage, moi, Crédit Mutuel, à faire ça. Et lui, il me disait, ben moi, si tu fais ça, et moi, je fais ça, etc. On a écrit notre feuille de route et on l'a tenu jusqu'au bout. Et ça, c'est une somme de petits faits de la relation qu'on est capable d'entretenir avec des entrepreneurs, pardon. Et alors, c'est dommage, c'est moi qui en parle là, mais en fait, c'est les entrepreneurs qui en parlent le mieux quand ils disent, ouais, grâce à Crédit Mutuel Innovation, on a réussi à faire ça et ça et ça. C'est là où, quand vous sélectionnez un investisseur, n'hésitez pas à aller voir les boîtes dans lesquelles ils se sont plantés, parce que c'est là où vous voyez la vraie nature des gens. Passer du temps avec d'autres entrepreneurs, il n'y a pas de fumée sans feu. Et quand je vois Stéphane agir avec les startups, c'est vrai qu'à chaque fois, vous voulez rencontrer nos startups, on vous invite à rencontrer les investissements. Voilà la liste totale, sélectionnez celui que vous voulez. Et ça, c'est quand même la meilleure preuve Et il y en a avec qui ça se passe bien, d'autres avec qui ça se passe un peu moins bien, mais le fait d'être serein dans cette transparence est quelque chose en tout cas, qu'on apprécie beaucoup. Et on vous permet aussi de rentrer en relation avec les gens, avec les entrepreneurs qu'on n'accompagne plus, pour qu'ils puissent se sentir libres de parler de nous en bien ou en mal, et qui n'est pas un bien en disant si je dis du mal de l'investisseur, après il va le savoir, etc. C'est vraiment ouvert comme discussion, et l'objectif c'est comme nous, on se renseigne sur vous, on vous laisse vous renseigner sur nous, on dit voilà quel type de partenaire, parce qu'on est vraiment un partenaire, je vais avoir à mon capital. Alors, il nous reste 3 minutes, on peut continuer à discuter, mais s'il y a des questions, on est tout à fait ouvert à vous répondre. Là, je crois qu'on a jusqu'à 45 de tête. Enfin, moi, je veux bien continuer encore pendant 1h30, si vous voulez. Ouais, mais c'est peut-être le module, non Toi, ce que tu vois, c'est parce que les gens... Ok. Écoutez, est-ce que vous avez des questions ou est-ce que je pose des questions à l'entrepreneur pour vous? Continue alors. Je vois pas de questions défiler de trop, donc... Si voilà, tu donc devais pour ceux définir... qui veulent poser des questions, vous avez un onglet en bas qui s'appelle Q&R juste à côté de présentation et vous pouvez poser vos questions en direct, on les verra s'afficher à l'écran. En attendant des questions qui viennent de vous, Julien, si tu avais un conseil, un piège à éviter, un seul, ou deux, tu mettrais quoi en avant pour l'entrepreneur dans son parcours de levée de fonds? Je vais dire de ne pas aller voir trop de gens, de faire attention aux premiers decks qui sont souvent gardés et voilà, si tu vas voir le fonds et que tu reviens le voir un an après et que tu avais prévu de faire 10 millions et qu'en fait tu fais 500 000, tu pars déjà avec un petit délai de retard, donc faut être attentif là-dessus. Bien se renseigner sur les personnes, bien aller voir les boîtes dans lesquelles ils se sont plantés. Je pense que ça c'est vraiment important. Il n'y a pas de fumée sans feu. Donc s'il y a un problème de réputation, c'est qu'il y a quelque chose, investiguer. Le VC, il va vous ausculter du sol au plafond. Faites-en de même. C'est ceux qui nous posent pas ces questions-là, même maintenant que je suis moi du côté investisseur, ça me dérange en fait. Je me dis, il devrait, et donc je lui propose, mais tout le monde ne le fait pas, et ça, je pense que c'est important. Après, à titre perso,
Quand vous démarrez, vous n'avez pas beaucoup de sous et souvent on fait l'économie de frais d'avocat. Et une term sheet, ça reste quand même du chinois traduit en anglais du XVIIe siècle. En tout cas, c'était comme ça que je l'avais perçu la dernière fois. Et une bonne traduction par un avocat bienveillant qui comprend. Donc là encore, renseignez-vous auprès d'autres entrepreneurs sur sur les bons avocats. C'est le moment où ça vaut le coup, après avoir vidé les livrets A des enfants, de casser la tirelire des enfants pour payer l'avocat. Parce que ça peut vraiment vous faire changer les choses. Et n'hésitez pas, alors je ne devrais pas le dire maintenant que je suis de l'autre côté, mais tout est négociable. Donc la valo est négociable, des termes sont négociables. Non. Donc, non, on dit pas, bon, on dit pas alors. Au montage, on coupera, c'est ça. donc voilà, c'est des choses que... Voilà, vous avez des groupements de type Le Galion, qui sont un groupement, alors surtout dans le digital, de plus de 300 entrepreneurs, et qui, voilà, c'est une entraide continue et saine, avec un vrai équilibre dans les fonctionnements. Quels seraient vos 3 conseils à retenir pour un entrepreneur qui souhaite lever des fonds? Ouais, je viens un petit peu de le dire, mais ouais, je pense que c'est ça. C'est comment lever des fonds avec juste un PowerPoint sans produit, ou ça devient quand même assez difficile. Moi, je sais plutôt les 3 conseils que je donnerais à l'entrepreneur en tant que tel. Avant de se lancer même, c'est premièrement demander à votre femme, votre mari, votre concubin, votre concubine l'autorisation. C'est-à-dire que quand vous lancerez votre boîte, vous allez être habité par votre boîte et assez vite, on peut se retrouver dans le phénomène qu'on appelle le phénomène des 3D. Alors, je ne sais pas si, Stéphane, tu connais le phénomène des 3D? Non, DDD? Non, c'est dépression, divorce, dépôt de bilan. Et ce phénomène des 3D génère le phénomène des 5C. Celui-là, tu le connais, le phénomène des 5C. Allez, vas-y. C'est con, mais c'est comme ça. Donc, c'est assez immanquable. Donc, et il faut vraiment être attentif à sa famille, parce que vous allez vivre avec votre boîte, vous allez prendre votre douche avec votre boîte, vous allez faire vos rendez-vous de famille en pensant à ça. Donc vous êtes habité, et donc si la famille ne vous soutient pas, l'écart type entre l'euphorie et la dépression que vous allez vivre au fil de l'eau, le soutien familial est important. Après l'impact, là je vois une question sur l'impact sur les investisseurs avec le Covid. Je vais répondre Vas-y. bien, et tu compléteras. En fait, ça va dépendre beaucoup de l'investisseur. Globalement, tout le monde va vous dire, ah bah écoutez, la crise est quand même difficile. On va commencer par soutenir nos startups ou les boîtes dans lesquelles on investit. Ça, tout le monde le dit. Et c'est une matière gentille de fermer votre projet en disant, de toute façon, je le regarderai pas. Plus votre investisseur est court-termiste, plus il sera exposé à cette crise, puisqu'il n'aura peut-être pas 24, 36 ou 5 ans derrière pour se refaire. Sur le même fonds, je parle. Plus votre investisseur est long-termiste, plus il va se dire, de toute façon, c'est pas grave, c'est une mauvaise période à passer, je vais soutenir ma boîte comme le court-termiste, mais je ne vais pas arrêter d'investir pour autant. D'une part, parce que peut-être qu'il y a des bonnes affaires à faire, et ça c'est vrai, et d'autre part aussi, parce qu'il se dit, mais moi j'investis sur une durée tellement longue que des crises, je sais que je vais en avoir. Nous, notre moyenne d'investissement, elle est d'environ 9 ans. Donc les boîtes qu'on a en portefeuille aujourd'hui, ils ont connu la crise de 2008. Et c'est pas pour ça qu'on a dit en 2008 on arrête de tout faire, etc. Celles qu'on avait avant, elles ont connu un creux et elles sont reparties à la hausse. Et celles qu'on avait avant et celles qu'on a aujourd'hui, elles connaissent aussi le creux, mais elles repartiront à la hausse. Donc il y a toujours des investisseurs qui investissent. Voilà. Et peut-être l'impact le plus important est peut-être sur les valorisations. Comme une des manières de valoriser l'entreprise, c'est de dire, la même entreprise qui est cotée, elle se valorise comment? Comme les entreprises cotées, pour certaines, ont pris certains coûts assez importants dans leur capitalisation boursière, et s'il y a un impact en se disant, voilà, ça vaut peut-être un peu moins cher qu'avant. Si tu veux compléter, Julien. Oui, après, avec l'effet Covid, en fait, ce qu'on constate, c'est que, alors on va appeler les investisseurs court-termistes, en fait, ils sont financés par des LP. Eux doivent diversifier leurs investissements, donc ils mettent une partie à risque. Et à risque, c'est dans la partie VC.
Et donc, si eux ont ont eu leurs fonds qui ont pris une décote significative en bourse, le pourcentage qui va être affecté au VC va se réduire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a 17 milliards de poudre sèche sur le marché. Elle va avoir tendance à se réduire. Donc, si vous êtes en phase de recherche de fonds, je pense, et je peux me tromper, mais que ça va avoir tendance à se tarir. Donc, n'hésitez pas je ne vais pas dire vous dépêcher, parce qu'il ne faut pas aller trop vite non plus, mais en tout cas, si vous hésitez entre dire est-ce que je le démarre dans 6 mois ou est-ce que je démarre dans 12 mois, préférez l'option de démarrer votre process de levée dans 6 mois. Tu as une nouvelle question qui est pour toi, Julien. Pourquoi avoir choisi de rejoindre une structure bancaire après la réussite de Cedexis et ne pas avoir choisi d'être indépendant en qualité d'investisseur? Alors je suis business angel de 8 boîtes et en fait je pense que il y a tellement de gens qui ont eu la gentillesse de m'aider quand je me suis lancé que pendant cette année de césure, j'ai dû faire une 60aine de confs qui s'appellent Vie ma vie d'entrepreneur. Vous pouvez retrouver sur Business Impact sur Internet ou sur YouTube. Et en fait, l'effet de levier que j'avais lorsque je faisais des conférences devant 10 personnes, 30 personnes, j'en ai fait une avec 1500 personnes, et pas aussi impactante. Donc c'était quelque part une thérapie pour moi de me dire, voilà, parce que quand vous vendez votre boîte, vous faites un espèce de baby blues, parce que du jour au lendemain, un peu tout s'arrête. Alors j'avais une équipe tellement extraordinaire que on a tous pleuré tous ensemble, alors que, bon, oui, je suis parti avec un bon chèque, ça change la vie, c'est sûr, mais je voulais vraiment et l'effet de levier en étant du côté investisseur, et puis c'est vrai que l'entente avec l'équipe, c'est vrai que j'adore les gens, donc la façon dont Alain Benisti me présentait les challenges qui étaient devant nous, et je me suis dit, là, on va pouvoir avoir un effet de levier pour aider un maximum d'entrepreneurs. J'ai toujours bossé pour des boîtes américaines, je rêvais de bosser pour des boîtes françaises parce que c'était quelque chose que j'avais jamais vécu, et donc du coup, il y a aussi ça, et le côté mutualiste est tellement ancré dans mon ADN que par exemple, que ça a été aussi assez décisif. C'est-à-dire que la première décision que j'ai demandé à prendre par le directoire, ça a été de proposer aux entrepreneurs, s'ils le souhaitent, sans l'imposer, de donner un pourcentage de leur plus-value future à des associations structurées. Et s'ils le faisaient, c'est ça qui est important, c'est que la banque abondait. C'est-à-dire que l'entrepreneur dit, je vais donner 1% ou 2% de ma plus-value future à des associations structurées, et j'expliquerai pourquoi structurées, et la banque abonde. Imaginez, quand vous prenez un job en tant que VC et que vous dites, voilà, on va baisser potentiellement notre résultat parce qu'on veut créer un écosystème qui soit sain. En fait, vous avez des gens qui sont privilégiés comme nous, et puis vous avez des gens qui sont en difficulté. On l'a tous vécu avec les gilets jaunes. Comment est-ce qu'on peut créer des ponts entre ces deux mondes-là? Et le rôle sociétal de l'entrepreneur, il est prépondérant. On voit bien que dans les gilets jaunes, vous avez des gens qui bossent, qui n'arrivent pas à finir leur fin de mois, et qui du coup sont aidés par des associations. Sauf que ces associations, elles sont aidées par l'État. L'État n'a plus d'argent, donc il y a un trou dans la raquette. Et d'un autre côté, vous avez des entrepreneurs qui ont des grandes difficultés à rencontrer parce qu'ils manquent de sens. Et avec les générations X, Y, Z des millenniums, si vous n'avez pas de meanings, de sens, vous n'arrivez pas à recruter. Et donc, il y a quelques histoires qui m'ont conforté, parce que avant de lancer ça, j'ai testé cette idée sur une quarantaine d'entrepreneurs, et les 39 ont dit oui, et le 40e m'a dit, je vais attendre que vous l'ayez mis en place pour pouvoir vous lever des fonds auprès de vous. Donc, on voyait bien que cette responsabilité sociétale était importante. Et donc c'est comment est-ce que je peux, par exemple, si on prend le cas de Job Teaser, un jour par trimestre, les employés vont bosser dans une assoce. C'est comme ça qu'ils rencontrent une personne, ils l'embauchent. Là, les équipes se rendent compte qu'il habite loin. Elles s'organisent pour pouvoir lui trouver un appart du beau-frère de la belle-sœur avec le loyer garanti par la boîte. Il rejoint, l'équipe se rend compte que la famille est en Afrique. Il s'organise pour faire rapatrier la famille d'Afrique. Résultat, sur une boîte qui est très belle, mais qui manque un peu, c'est quand même des petites annonces pour étudiants, donc ça manque un peu de why. La productivité est en hausse, l'état d'esprit et la culture d'entreprise est juste extraordinaire, et ils ont une ambiance de travail, et ils arrivent à recruter parce que lors de l'entretien, il dit va discuter avec les équipes internes, et si
avec la puissance du groupe Crédit Mutuel, on arrive à créer ces ponts, on aura changé l'écosystème, on aura changé notre pays, on a la chance d'être dans le plus beau pays pour pouvoir innover et puis pour pouvoir créer des boîtes. Et c'est de notre rôle aussi en tant que banque mutualiste de fédérer tout cet écosystème, que ce soit les grands comptes avec les startups, que ce soit les écosystèmes avec des gens qui sont en difficulté et les entrepreneurs, aider les recrutements. Tout ça, c'est tellement ancré dans les valeurs de la mutuelle et ancré dans nos valeurs à nous. Et c'est ce qui a fait que, oui, j'aurais pu prendre ma retraite, certes, mais je trouve que voilà, j'ai 45 piges et j'ai envie encore et de pouvoir aider mon pays qui m'a tellement aidé pour arriver à faire ce qu'on a réussi à faire tous ensemble. Je m'emporte, hein, mais c'est un sujet qui me touche beaucoup. On avait une question. Bertrand, j'ai répondu à votre question. C'est ça, Bertrand, j'arrive pas à lire, mais oui, c'est ça, Bertrand. On avait une question là, à laquelle j'ai répondu par écrit, où on nous demandait comment nous joindre éventuellement dans un salon, etc., un événement. Effectivement, ce que j'ai écrit par écrit, c'est que lors des événements, on a beaucoup de temps. On est là pour ça. Et donc, c'est un moment assez particulier, puisqu'on se voit de visu, on est capable de rentrer dans les détails, de dire ce qui nous creuse, et on peut vous donner un retour live, enfin, à chaud, bien entendu. En revanche, si vous ne voyez pas un événement, vous pouvez nous appeler, nous envoyer un mail, nous envoyer un message LinkedIn. Et si vous trouvez qu'on est trop lent, vous nous relancez. Il ne faut pas hésiter, quoi. Au bout de 48 heures, une semaine, si on n'a pas répondu, parce qu'on est aussi inondé de sollicitations, c'est qu'on a mal fait notre job. On se structure pour, et la denrée la plus rare de l'entrepreneur n'est pas l'argent, mais le temps. Et on l'a bien compris, et les super-héros, ce sont les entrepreneurs. Et nous, on dort bien la nuit, alors que j'ai passé quelques petites nuits blanches en tant qu'entrepreneur. Même si on a la chance d'être dans ce magnifique pays, et l'écosystème est là pour vous aider, et on a de belles histoires à raconter tous ensemble, en tout cas. Tous ceux qui souhaitent en savoir plus et aller plus loin dans toutes ces démarches, on sera ravis de vous partager tous les secrets et tout ce qu'il ne faut pas dire et tout ce qu'il faut dire pour que votre levée de fonds soit successful. Et si on peut, nous, en plus, vous financer, on en sera les plus heureux du monde. En tout cas, merci Julien, merci Stéphane, merci à tous et bon week-end. Merci, bon week-end à tous.